Très heureux de vous accueillir donc, dans cette salle rénovée et accessible. Je vais procéder à la scène des élus. André Marronnet, présent. Gérard Mathieu, présent. Ordonnance Martin. Présent. Saba Mohamed. Présent. Cavalieri Doro Patricia. Présent. Castro Patrick. Présent. Laboraman Martin. Présent. Franck Monique. Présent. Eliane Manuel. Présent. Gaz Gabriel. Présent. Gaël Didier. Présent. Gaël Gisèle. Présent. Gaba Chantal, le pouvoir, la Thierry et Marie. Pouvoir Rocati. Présent. Souris Mounès. Présent. Sacré Joël. Présent. Elina Agnew. Présent. Olivera Eric. Présent. Portier Philippe. Présent. Rader Nathalie. Présent. Robin Philippe. Présent. Sans Gérard. Procuration. Non, je ne peux pas passer parce que je n'ai pas pu la Donc, sortir. le pouvoir a dû prendre le mot. Compte tenu de l'OMPH qui a brûlé. Mais je l'ai. Je l'ai vu, mais je n'ai pas pu l'éditer. Gabriel Patrice. Présent. Cadiboué Pascal. Présent. Vincent Daniel a vu le pouvoir à Azémaroné. Thierry et Marie. Présent. Loisel Nadia. Présent. Les appels de filles. Alors, je vous propose Cathy Homme comme secrétaire de séance. Premier point, approbation des procès-verbaux des séances du 2 et 14 décembre. Y a-t-il des remarques jusqu'à présent? Oui, à la page 31 pardon, pour celle du PV du 2 décembre, la délibération concernant le DEG 6-18. Un premier mot qui a été mal retranscrit dans les propos, à savoir il y a deux phrases contradictoires et pas deux tranches contradictoires. Alors, c'est l'intervention. Il y a deux phrases contradictoires. Le mot c'est phrase et pas tranche. Et ensuite, concernant le vote de cette même délibération, il y a eu une abstention, mais c'est pas moi qui me suis abstenu, moi j'ai voté pour. D'accord. Je pense que c'est mon voisin de droite. C'est M. Pas Oliver. moi. M. Oliver qui s'abstenu. D'accord, M. Oliver, c'est ça? Non, je pense pas. C'était à quel sujet? Concernant l'éclairage du stade René Mazet. Ensuite, d'autres Alors, remarques? Madame Cavalieri. donc, moi, c'était sur le... Non, c'est fait déjà. Eh bien, je l'ai fait. Alors, page 40. Donc, on ne pourrait pas faire du... Alors, moi, je suis dans toujours le 2 décembre, effectivement. On ne pourrait pas faire une petite illumination au lieu des points d'exclamation, de suspension. C'était au sujet des illuminations Elle n'avait positives. pas réussi à comprendre ce qui était. Voilà, elle n'a pas compris, mais c'est pas grave. On rajoute ça. Voilà, c'est tout. Mais pourtant, je l'ai mis. Hein. Vous l'avez rééteint devant. Ben, moi, je l'avais mis en marche. Là, il est en marche, madame. Là, c'est bon. Voilà, c'est bon. Là, il est fait. Voilà, il faut le toucher. D'autres remarques? Et là, comme ça, et on a mis une Donc, avec ces remarques-là, je les considère adoptées. Je voulais faire une petite remarque là, de mon côté aussi, parce qu'en fait, on est quand même un peu serré là. Donc, il faut absolument garder les masques, même quand on parle, hein, d'accord? Bouche et nez couverts. Le nez, s'il vous plaît. J'appuie ici. Eh bien, tout le monde a adopté. C'est un respect de tout le monde. Alors, vu donc les décisions
La première sur la maîtrise d'œuvre. Vu la nécessité de procéder aux travaux de voirie dans la rue du président Wilson, reprise de bordure de caniveau, avaloir, création de places de stationnement, accessibilité PMR, chicane, mise en place de mobilier urbain, plantation, voie partagée pour les voitures, modification du sens de circulation et profitant des travaux sur le réseau d'eau potable, il a été souscrit un contrat de mission de maîtrise d'œuvre à la bureau d'études primaire ingénierie pour une somme de 11 556 €. Décision suivante, mission de maîtrise d'œuvre aussi pour l'étude pour le développement d'une partie du réseau d'AEP alimentation pluviale située sur la maison de Louis, Grande Allée du Ramier. Vu la nécessité de procéder aux travaux d'adduction d'eau potable sur la Grande Allée du Ramier, développement d'une partie du réseau AEP sur la maison de Louis, évidemment c'était pour éviter des problèmes en cas de fuite sur la maison de Louis, vous l'avez compris. Donc il a été souscrit au contrat de mission de maîtrise d'œuvre avec le bureau d'études primaire ingénierie pour une somme de 5 900 € hors taxe. Et troisième mission de maîtrise d'œuvre pour le réseau AEP Emploi rue Gambetta. Puis la nécessité de procéder au renouvellement des canalisations dans la rue Gambetta, enquête de branchement nécessaire à l'étude, renouvellement de 64 branchements AEP et reprise de voirie associée. Il a été souscrit une mission de maîtrise d'œuvre avec la société Prima Ingénierie pour la somme de 9 375 € hors taxe. Sur la modification de travaux relative à l'accessibilité de l'hôtel de ville. La nécessité d'optimiser les travaux de rénovation en procédant à l'installation d'un système de VMC qui permettra le renouvellement régulier de l'air dans les locaux, qui au départ n'était pas prévu dans le marché, donc il a été souscrit un avenant à ce marché de travaux à l'entreprise Carrière pour une somme de 5 879 € hors taxe. Ensuite, mission d'assistance et maîtrise d'ouvrage pour le projet de passerelle au-dessus de l'Ariège. Vu le projet de mise en place d'une passerelle au-dessus de l'Ariège, vu la nécessité de faire appel à l'assistance de maîtrise d'ouvrage, dans le cadre de l'étude de faisabilité et d'opportunité pour ce projet, il a été souscrit un contrat de mission d'assistance et maîtrise d'ouvrage avec la société OTCE pour un montant de 22 140 € hors taxe. Pour le marché de travaux relatifs à l'accessibilité de l'hôtel de ville de l'eau-peinture, vu la nécessité de procéder à des travaux supplémentaires dans le cadre de la rénovation du bâtiment, ratissage, ragréage, fibré, mise en peinture des murs au niveau du sas ascenseur à l'étage intermédiaire, il a été souscrit un avenant 2 en plus-value au marché de travaux à l'entreprise La Forêt pour un montant de 701 € hors taxe. Toujours pour l'hôtel de ville, vu la nécessité de procéder au changement des châssis vitrés du grand escalier de l'hôtel de ville, il a été souscrit un avenant au marché de travaux avec l'entreprise Atmosphère Rénovation pour un montant de 8 313 € hors taxe. Toujours pour l'accessibilité au hôtel de ville, sur le lot carrelage, vu la nécessité de réaliser une chape de 10 cm pour recevoir le revêtement vinyle des bureaux de l'état civil. Il était décalé par rapport au couloir, il était en dessous de 10 cm. Il a été souscrit un avenant au marché de travaux à l'entreprise Technicéram pour la somme de 324 € hors taxe. Sur maintenant les cloisons et doublages, vu le rapport acoustique établi pour l'insonorisation de la salle des mariages, il a été décidé d'insérer des plaques spécifiques sur les édicules. Vu l'aménagement du sas ascenseur au niveau intermédiaire, il a été décidé de procéder à la réfection des plafonds et cloisons pour la pose de plaques démontables. Il a été souscrit à l'avenant numéro 2 au marché de travaux à l'entreprise Plagès pour une somme de 5 887 €. Vous constatez que l'acoustique n'est pas mal. Fourniture et pose de but ensuite au stade Marcel-Soulan. Vu la nécessité de changer les buts pour le rugby et le foot au stade Marcel-Soulan, il sera souscrit un contrat afférent à la pose de but au stade Marcel-Soulan et la société Casal Sport pour un montant de 20 849 €. Alors les buts devraient être posés, mais visiblement dans un premier temps, les trous n'ont pas été faits au bon endroit, donc il faut les refaire. Petite anecdote. Sur les travaux de chauffage de l'hôtel de ville,
vu la nécessité de procéder au remplacement de la chaudière, vu la provision financière de l'entreprise Coracen, il a été souscrit un contrat avec cette entreprise pour un montant de 36 684 €. Sur le lot 5, électricité, marché de travaux de l'hôtel de ville, vu les préconisations du bureau de contrôle relatives à des compléments de sécurité concernant les travaux d'accessibilité de l'hôtel de ville, vu la nécessité d'optimiser la sécurité et le contrôle d'accès par la pose d'une alarme anti-intrusion, vu la proposition financière de l'entreprise Carrière, il a été souscrit donc un avenant 4 au marché de travaux avec cette entreprise pour une somme de 4 560 €. Sur les menuiseries intérieures, vu la nécessité de procéder à des travaux supplémentaires dans le cadre de la rénovation du bâtiment, par l'ajout de portes de placards et meubles sous allège pour le service accueil, par la fourniture et pose de baguettes de protection, par la fabrication et pose d'une sinaise, par la restauration d'une porte existante et par la fabrication et la pose d'un écran de protection en plaque de verre acrylique, et vu la proposition financière de l'entreprise CGM, il sera souscrit un avenant donc, au marché de travaux, une somme de 5 450 € avec cette entreprise. Et enfin, dernière décision, donc mise à la destruction du véhicule Renault Clio, immatriculé AP 147WX, vu la vétusté du véhicule, la commune a décidé de procéder à la destruction de ce véhicule Renault Clio. Le véhicule sera repris à titre gratuit par un centre agréé véhicule hors d'usage. Il était mis en circulation le 7 mars 1995. Il avait fait son temps. Sur ces décisions, avez-vous des questions à poser, des remarques? Monsieur Gallet. Oui, juste une question. Concernant l'AMO du projet de la passerelle de l'Ariège, y a-t-il une consultation? Il y a eu une consultation ouverte avec plusieurs entreprises, oui. Beaucoup de bureaux d'études ont répondu? Je pense qu'il y en a 3 ou 4 qui ont répondu. D'accord. C'est le mieux-disant que vous avez retenu? On a retenu le mieux-disant, voilà. Le mieux-disant. Comme d'habitude. D'accord. Merci. D'autres questions? Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je passe donc à la première délibération sur l'approbation du rapport de la CLEP portant sur la compétence incendie. Alors, une précision, la commune d'Autoride avait déjà transféré la compétence incendie à l'ex-CCBA, donc n'est pas concernée par ce transfert, mais doit délibérer comme toutes les communes de la CCBA. Et ce transfert ne concerne que les communes de l'ex-CCLAG, qui jusqu'à maintenant donc payaient directement aux SDIS leurs contributions. Là, donc elles seront payées par la CCBA qui en échange leur retient cette contribution sur l'attribution de compensation. Y a-t-il des questions? Non? Pas de questions? Alors, je me vois donc qui est contre, qui s'abstient à l'unanimité. Alors, sur la convention d'adhésion publique de demain, donc, vous avez sur la table une petite modification, il n'y a pas grand-chose. On a préféré donc modifier à la demande de l'administration. Cathy, tu peux parler sur le sujet, s'il te plaît? Donc, il s'agit d'un programme qui s'adresse essentiellement aux communes de moins de 20 000 habitants et à leur intercommunalité et qui effectivement a pour objectif de conforter des actions notamment sur le bon vivre, sur le respect de l'environnement et vise à appuyer pour donner une dynamique. C'est, comme vous avez pu le lire à travers la note, c'est essentiellement un programme d'appui donc de l'État qui vient avec tous ses services conjoints. On peut citer par exemple l'Agence nationale de la cohésion des territoires, l'ADEME qui agit pour la transition écologique, le CEREMA, la Banque des territoires, c'est un ensemble d'organismes qui va venir nous aider à mettre en œuvre et à pouvoir réaliser des projets. Et vous avez vu dans la note qu'effectivement on a 3 axes dans ce soutien à l'ingénierie. Un accès préférentiel à un club qui va permettre des échanges entre communes, ce qui est toujours très enrichissant dans ce type de démarche. Et ensuite des financements sur mesure avec des thématiques qui sont ciblées. Et donc quelques actions phares qui étaient notées qui ne vont pas forcément concerner toute Haute-Rive, mais il y en a une qui pour nous est très importante, c'est notamment la question du financement
d'un poste de manager de centre-ville et un poste qui va aussi être plutôt sur l'accompagnement au dynamisme et au soutien et nous permettre en fait de pouvoir venir coordonner un ensemble des actions qui sont réalisées sur le centre. Aujourd'hui, le périmètre, donc en discussion avec les services de l'État, c'est essentiellement le centre de la commune, mais ce périmètre n'est pas totalement figé. C'est à travers le comité de pilotage qui viendra s'affiner. Dans ce comité de pilotage, on va retrouver en premier lieu la communauté de communes. C'est vraiment une action partenariale, c'est pour ça qu'on a délibéré en conseil communautaire récemment, pour aussi que le conseil communautaire valide l'adhésion à cette convention. On a effectivement une stratégie ensuite à mettre en œuvre dans un délai qui est donné de 18 mois et qui peut conduire à des opérations de type convention, opérations de revitalisation territoriale. C'est le symbole Horte pour ceux qui s'interrogeaient sur ce symbole un peu particulier. Donc on a eu effectivement l'accord de la communauté de communes, le dossier a été transmis et la convention au service de l'État qui ont donc apporté encore hier quelques modifications. Et donc il vous est proposé aujourd'hui de donner votre accord pour qu'on puisse signer cette convention et qu'on puisse notamment commencer à engager le recrutement d'un cadre qui va nous permettre vraiment, je pense, de mettre en musique tout l'ensemble des actions qu'on a commencé à développer sur le centre-ville. Vous avez pu noter aussi un diagnostic flash post-Covid à destination des commerçants qui va permettre de faire le bilan, notamment en lien avec tout ce qui s'est passé depuis maintenant. Est-ce que vous avez des questions? Oui, monsieur Scapin. Oui. Donc j'ai bien compris. J'ai bien compris. Donc, je me lance, c'est pas grave. Donc j'ai bien compris qu'il y avait un poste de manager qui faisait partie de ce projet, de cette convention des petites villes de demain. Et est-ce qu'on pourrait connaître un peu la teneur des projets qui seront portés par ce manager et qui seront dans cette convention? En fait, qu'est-ce qu'il y a de concret comme projet? Quels sont ces projets? Alors, vous pouvez du coup vous rapporter un document qu'on avait présenté dans la précédente mandature et qui s'appelait le Bourg-Centre, le contrat Bourg-Centre, puisqu'en fait, il y a une totale corrélation entre ces deux programmes. Et notamment, dans le cadre de ce programme Bourg-Centre, on avait parlé d'un projet qui nous tenait à cœur dans le cadre notamment de la revitalisation commerciale du centre-ville. C'était la mise en place d'un tiers-lieu associatif et commerçant, c'est comme ça qu'on avait appelé dans le contrat Bourg-Centre, et qui effectivement fait le lien avec l'achat de la maison Pince, dont on a discuté ici dans cette enceinte. Et ensuite, ça va être vraiment toutes les actions qui vont être en lien avec l'aménagement, donc la partie cadre de vie. Oui, merci. Voilà. Et dans la convention, vous retrouvez ça. Vous avez dans l'exemple de la convention les axes stratégiques. Donc, juste je vous rappelle les grands axes, vous avez un déroulement des actions à l'intérieur. Donc, c'était restaurer l'attractivité du centre-ville. L'axe 2, un bourg-centre solidaire de son territoire. Et l'axe 3, un bourg-centre durable et connecté. Donc, ce sont vraiment ces actions que vous pouvez retrouver, mais on va avoir d'autres actions qui seront nouvelles et qui seront justement aussi le fruit des réflexions qui seront conduites avec effectivement ce chef de projet. L'idée, c'est aussi de nous accompagner en termes d'ingénierie ciblée. C'est d'ailleurs pour ça qu'au niveau de la fiche de poste, c'est une fiche de poste qui est travaillée avec les services de l'État, avec du coup un cadrage assez précis sur les attentes par rapport à ce poste, et notamment au niveau du recrutement, puisque c'est des contrats de mission, donc ce sont des contrats ponctuels. On a effectivement la participation aussi des services de l'État dans le choix de cet accompagnement. Ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on a déjà fait appel sur certains projets, notamment sur la maison Pince, à l'établissement public foncier d'Occitanie et à d'autres partenaires, et c'est vraiment d'arriver à mobiliser tous ces partenaires. Donc tous les projets aussi de rénovation de logements, l'éventuel, on avait envisagé une pépinière de commerce, tous ces projets qu'on peut porter dans le cadre de l'aménagement du centre-ville. Ok, merci. Je demanderai au service le projet Bourg-Centre pour avoir toutes ces précisions.
Je pense même qu'il était, je ne sais plus si c'est toujours en ligne. Ah, il est en ligne. Oui, oui, on l'avait mis effectivement en ligne, il avait fait l'objet d'une délibération, mais on pourra vous le renvoyer. Justement, j'ai du mal à comprendre, enfin à connaître le contenu de la mission qui sera confiée à cette personne. Concrètement, il va prendre place et puis qu'est-ce qu'il va faire? Vous allez l'installer dans un bureau, il va faire quoi? Il vaudrait mieux. Il vaudrait mieux quand même qu'il ait un minimum d'outils de travail, ça c'est certain. L'objectif, c'est quoi? Je pense que... Quelle est sa stratégie? Qu'est-ce qu'il va Alors, faire? Qu'est-ce qu'il va apporter au... Sa stratégie, ça ne sera pas la sienne. En fait, le but, c'est que cette personne vienne nous apporter une expertise et nous aide justement à la fois mettre en œuvre la stratégie qu'on avait commencé à développer dans le cadre du contrat Bourg-Centre. C'était assez détaillé, donc je vous y ramène, j'en suis désolée. On ne peut pas refaire, il y a beaucoup de points, on ne peut pas refaire exactement l'état des lieux, mais lui sera chargé aussi de faire un état des lieux des acteurs, un état des lieux, par exemple par rapport à la question du commerce, vraiment qu'on arrive à voir justement quelles sont les dynamiques, quels sont les secteurs qui ont besoin de soutien, quels seraient les projets qui manqueraient. Nous, on en avait identifié, mais de manière un petit peu empirique, je dirais, avec en tout cas nos objectifs politiques. Et lui va être là pour coordonner tout ça et pour approfondir cette analyse et pouvoir ensuite nous aider à élaborer un document cadre et à la fois faire rentrer les actions qu'on avait déjà esquissées, à certains moments les objectiver ou les faire évoluer, pourquoi pas, et aussi nous proposer de nouveaux projets. Parce qu'un ensemble de projets qu'on conduit depuis quelques temps, vous avez par exemple la mise en place de la boutique en ligne pour le soutien du commerce. Aujourd'hui, il faut arriver à voir aussi quelles sont les attentes nouvelles des commerçants, comment ça pourrait évoluer, mais tout ça en le situant dans le contexte global du centre ancien. Donc c'est vraiment une mission de type, alors en termes de profil, on va être plutôt sur des profils un peu spécialisés en aménagement, en urbanisme, en stratégie de développement, voilà. Mais on vous fera passer, de toute façon quand on aura fini de l'élaborer, mais elle est quand même assez cadrée, la fiche de poste détaillée de cette personne. Vous avez une annexe 1, moi l'émission du chef de projet Petite Ville de demain, c'est les pages 15 et 16 de la convention. Il y a déjà des détails assez précis dans la convention. Oui, j'entends les détails, c'est des détails qu'on trouve dans toutes les conventions où on verse des mots et puis sans que derrière ces mots, il y ait... Mais qu'est-ce que vous entendez par là? Enfin, c'est un peu étonnant. Moi, je n'ai pas tellement compris quel était, malgré ce que vous avez dit, quel était concrètement qu'est-ce qui va être apporté, qu'est-ce qui va apporter, mis à part, bien entendu, des états des lieux, des constats, voilà, j'ai du mal concrètement. C'est compliqué. Il va aussi faire des vraies propositions stratégiques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a certains domaines où on peut s'improviser un peu spécialiste de tout, mais je pense qu'on a surtout besoin de faire appel à des vrais spécialistes. Et c'est ça l'objectif de cette mission. Le constat qu'a posé l'État, c'est pas nous qui le disons, c'est l'État. C'est qu'effectivement, pour les villes de notre strate, de notre taille, moins de 20 000 habitants, nous ne disposons pas toujours, que ce soit au niveau de la commune ou au niveau de la communauté de communes, de personnes justement suffisamment expérimentées dans ces questions de redynamisation territoriale. Donc ce poste, c'est l'opportunité pour qu'une ville de notre taille puisse effectivement réfléchir sur un dynamisme territorial avec des moyens, puisque ce poste est quand même financé jusqu'à une hauteur de 75%. Excusez-moi, je ne l'ai peut-être pas précisé, mais c'était mentionné au sein des documents. Et donc, pouvoir avoir Haute-Rive aura donc un conseil qu'on ne trouve habituellement que dans des villes ou dans des communautés d'une taille plus importante. Et c'est en ça que c'est intéressant, et l'objectif de l'État, il est là. Et il est aussi là pour pouvoir être l'interlocuteur des différentes agences que je citais tout à l'heure. Alors, c'est vrai que vous le connaissez certainement, vous travaillez sur des projets. Il y a une multiplicité d'acteurs, il y a une multiplicité de financements, il y a aussi des appels à projets à rédiger. Aujourd'hui, on passe par là pour quasiment toutes les opérations, et donc tout ça, ça nécessite quand même quelqu'un qui ait un niveau suffisant et vraiment une vraie vision stratégique, et nous, on en attend quand même des propositions. Donc vous aurez, je l'espère,
Je le pense sincèrement, au cours des prochains conseils municipaux, quand la personne sera arrivée et qu'elle va travailler, eh bien, nous verrons des propositions concrètes émerger et nous pourrons en discuter à ce moment-là. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est bon? Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Délibération suivante, demande d'aide au titre du programme leader pour le Monsieur le DGS, vous avez coupé tout à l'heure. Vas-y, appuie, ça veut dire on... Hein? Vous avez coupé tout à l'heure. Avec ce micro, je ne pourrais plus couper la parole à personne. Non, n'en profitez pas. On n'abusera pas. N'en profitez pas. Comme point suivant, demande d'aide au titre du programme leader pour le projet Festival des Arts au prix payé sur Toulousain. C'est ma sacrée. Ok, ben ça fait plaisir de parler de culture. Il me vient à l'idée une citation, alors je ne sais pas du tout de qui elle est. Je vais dire que c'est peut-être un Jacques Prévert ou un Maurice Vian africain qui disait qu'un homme sans culture, c'est comme un zèbre sans rayures. Donc pour en venir à notre projet, il y a 2-3 ans, l'équipe de la médiathèque avait commencé un travail avec un artiste pour faire une boîte à livres qui serait sur le parvis de la médiathèque et qui serait en même temps fonctionnelle et artistique. Les notions de temps de l'artiste et celles que peuvent avoir les collectivités sont un petit peu décalées, et ça fait qu'on est arrivé à cette période de pandémie. Mais ça a eu quelque chose de positif, c'est qu'on a eu une réflexion avec le service culture pour étayer un petit peu ce moment d'inauguration de boîte à livres en faisant des animations, un concert, des travaux avec les écoles, des ateliers et des expos. Et donc, le budget s'est agrossi. Et soucieux de préserver les finances de la collectivité, on a fait appel à des subventions au pays à travers les programmes leaders. Et donc, c'est cette demande de subvention qu'on nous propose de voter. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Avec la pandémie, vous pensez que vous pourrez réaliser des ateliers de concert? Micro. Avec la pandémie, vous pensez que vous pourrez réaliser des ateliers et des concerts? Alors, la date qui est indiquée, elle sera forcément pas bonne, donc ça se fera dans le courant de l'année. Donc, on espère quand même avant la fin de 2021 pouvoir arriver à ça. On passe au vote. Alors, je vais faire à l'envers, hein, parce que comme c'est de la culture, il faut que tout le monde soit enthousiaste. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Alors, demande de subvention au pays sur Toulousain dans le cadre du développement culturel et l'accès à la culture pour le projet GRAF. Madame Passet. Alors, nous continuons avec la culture. Donc, en fait, la commune a répondu à un appel à projet du pays sud-toulousain. L'objectif est de favoriser la découverte des œuvres, des lieux, des professionnels, de l'art et de la culture. Donc, normalement, la manifestation, si tout se passe bien, devrait se dérouler du 10 au 17 mai 2021, en partenariat avec le Centre social Foyer d'Haute-Rive, la médiathèque, les écoles, des photographes locaux
et le cinéma Noustad. Voilà, donc le programme est déjà établi. Nous avons répondu à cet appel à projet et là nous vous demandons l'autorisation aussi de demander une subvention. Donc ça sera aussi un très beau projet autour de la culture. Donc, est-ce que vous avez des questions? Ce n'est pas une question, c'est plutôt un commentaire. Je pense que c'est un projet hyper important parce que ça va redonner du boost aux enfants qui en ont bien besoin actuellement, qui sont en perte de repères. Et des projets comme ça, c'est très important, à mon avis. Juste à titre anecdotique, cet appel à projet, nous y avons répondu, voilà, dans l'idée de faire des choses. Donc elles se feront malgré tout, notamment à titre d'exemple, c'est parti de la demande d'un groupe scolaire et d'une cantine exactement, de faire un graphe sur un mur. Voilà. Et après, il nous est revenu à l'idée qu'en 2013, il y avait eu déjà un partenariat avec des graphistes. Voilà. Donc c'est important pour les enfants que ça se fasse. Donc quoi qu'il en soit, il y aura des choses qui seront faites. Merci. Qui est contre? C'est pour changer un peu, sinon c'est pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Alors, délibération suivante, c'est une demande de garantie de promologie pour la construction de 21 logements à multi-mandage. Donc, un emprunt d'un total de 1 971 349 €, qu'on nous demande de garantir à hauteur de 30%. Les 10% restants, comme d'habitude, sont garantis par le conseil départemental. Y a-t-il des questions? Madame Cavalier-Rigaud. Donc, je trouve que cette encourage... Ok, excusez-moi. Là, c'est bon, là? Oui. Donc, cet emprunt, si les calculs sont bons, 591 404 € sur 40 ans, c'est quand même assez lourd, c'est long, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, personnellement, je ne voterai pas pour cette garantie d'emprunt. Par contre, il y a un autre projet qui est le vôtre, qui me tient aussi particulièrement à cœur parce que j'y avais pensé. Ça sera au moment du projet autonomie, là, effectivement, pour les personnes âgées. Là, effectivement, je voterai cette garantie d'emprunt, mais sur celui-ci. Voilà. Alors, je voulais simplement... je sais que c'est antérieur. Ces logements, donc, ce sont des maisons individuelles mitoyennes. Je sais. Je connais le projet. D'autres remarques, M. Day? Oui, juste une question aussi. Est-ce que ce programme s'inscrit dans le cadre d'un programme général, c'est-à-dire de logement, de quotas de logements sociaux? Je fais référence un peu au PLU, oui, avec les 35% de logements sociaux sur les opérations fonctionnelles sur place de plancher. L'autre question porte sur... je vois que c'est du PLAI, donc c'est pas de l'accession à la propriété, si j'ai bien compris. Donc ça veut dire que les logements sont des logements très sociaux, en fonction du PLAI. Les logements très sociaux, êtes-vous favorable quand les projets se font à faire du logement? Ce n'est pas du logement très social. C'est du logement social. Il y a un peu de... Moi, il me semble qu'on devrait favoriser sur la commune PSL à la location accession plutôt que du PLAI. Voilà, c'est qu'une observation. Voilà, je pense que on est plus respectueux des lieux, des choses quand on va accéder à la propriété, et puis c'est quand même important dans une vie d'accéder à la propriété, plutôt que de faire du PLAI. Je puis me permettre d'apporter un petit élément d'éclairage. Donc, effectivement, il y a un point que nous partageons, c'est la question d'arriver à faire démarrer des opérations en prêt local, un prêt à l'accession sociale sur Hôtelier. Cela fait maintenant plus de 3 ans
que j'essaie, dans toutes les opérations, de trouver un opérateur qui puisse proposer ce genre de produit. Et donc effectivement, c'est étudié par les opérateurs, sauf qu'à la fin, généralement ça ne se fait pas, pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, en fonction des possibilités sur des lotissements privés et des coûts de revient, eh bien, les potentiels clients ne sont pas acquéreurs. Et d'ailleurs, cette opération, si vous suivez le conseil depuis un petit moment, était passée déjà il y a vraiment un petit moment en accession sociale à la propriété, mais le bailleur, en l'occurrence, n'a pas effectivement, dans la pré-commercialisation, pu trouver les personnes qui choisissaient ce dispositif. Donc effectivement, moi je trouve ça fort dommage. J'espère qu'on va quand même arriver à terme à avoir une opération. Donc on a effectivement, il y en a une qui est en cours d'étude et qui peut-être pourra déboucher sur une partie en location, en accession. Par contre, le point que je ne partage pas fondamentalement avec vous, c'est la question de l'usage du logement social. Puisque le logement social, il faut savoir qu'il y a déjà une grande partie de cette salle, et même des Français, si on s'y ramène, qui peuvent effectivement accéder au logement social. Donc en fonction des types de prêts, effectivement, il y a des plafonds de revenus, mais ce n'est pas parce qu'on est locataire d'un logement social qu'on se comporte moins bien qu'un autre locataire ou qu'un propriétaire. Je pense que dans les notions d'aménagement, il y a aussi la manière dont on le fait. Et M. le maire le précisait, ce sont des maisons, c'est vrai que sur pas mal d'opérations, on se rend compte que ce qui marche bien, c'est justement des opérations plutôt de logement en bande, de type maison, avec un jardin, avec peu de parties communes, avec des éléments finalement qui vont faire qu'on va pouvoir s'approprier le logement locatif de la même façon qu'on se le serait approprié sur un logement en tant que propriétaire. Donc c'est aussi sur cet axe-là qu'on a beaucoup travaillé avec Annick Mélina pendant les 2 dernières années, qu'on travaille avec Daniel aussi sur ce sujet. Le plus intéressant, vous le savez au titre de l'urbanisme, c'est d'avoir effectivement de la mixité dans les formes et les typologies de logement. Et si vous regardez cette opération rue des Vendanges, vous pouvez compter sur la totalité de l'opération, qui va donc du rond-point des anciens combattants et qui prend un ensemble de rues. Vous avez une petite résidence, un logement social, donc avec effectivement 2 étages, mais et des appartements. Vous avez du libre, en construction complètement libre, et vous avez ensuite effectivement des opérations avec du logement en bande, en locatif. Et l'idée du PLU qui était effectivement de porter un minimum de logement social, c'était pour arriver à cette mixité sur les zones. On en a parlé l'autre soir en commission urbanisme. L'objectif serait aussi, on pense qu'on va en parler tout à l'heure, d'arriver peut-être à réexaminer cette règle de manière à ce que justement on puisse toujours garantir de la mixité dans les opérations, parce qu'aujourd'hui le seuil des 35% c'est un minimum, et effectivement sur certains secteurs on peut en arriver à des secteurs où finalement pour une rentabilité d'opération on ait une totalité de logements sociaux et créer des problématiques finalement parce qu'on ne crée pas une diversité. Donc je crois que vraiment l'intérêt commun c'est d'arriver à trouver cette diversité, mais cette opération-là dans son ensemble, je pense que vous la connaissez quand même relativement bien, et vraiment pour moi, je pense, un exemple de toute la diversité parce que quelqu'un peut faire un parcours complet sur quasiment le même secteur en passant d'une location à après une construction ou l'achat d'une maison déjà construite. Oui, juste je regrette le peu d'attractivité de la commune pour le PSLA parce que les communes agglomérées de l'agglomération toulousaine, la majorité des communes, quand elles font du PSLA, n'en tiennent pas. Donc effectivement, j'apprends sans trop apprendre, qu'à Haute-Rive, effectivement, la location-accession n'intéresse pas, vu que les projets, vous me dites, n'arrivent pas à aboutir. Je le regrette parce que dans toutes les autres communes agglomérées de Toulouse, du PSLA, ça se vend comme du petit pain. Bon, soit, je prends un thème. Je vais peut-être vous apprendre quelque chose ou pas, c'est que Haute-Rive, effectivement, n'est pas dans la première couronne toulousaine. Et du coup, nous sommes avec un handicap, entre guillemets, c'est que nous sommes effectivement en zone C, au niveau du logement social. Et que pour la zone C, depuis qu'on a eu la réforme, notamment des allocations logement, il y a eu effectivement une grosse problématique de trouver même des bailleurs sociaux qui veulent venir faire des opérations, même pour répondre aux 35% mis dans le PLU.
Depuis quelques mois, cette tendance a l'air de s'être un petit peu aplanie ou en tout cas calmée, et on a de nouveau des opérateurs qui arrivent. Et j'arrive même maintenant à avoir des opérateurs qui viennent sur des petites opérations. On en a une qui est en projet actuellement de 8 à 10 logements, qui sont justement ce type d'opération qui, quand elles s'insèrent dans des tissus déjà existants, pavillonnaires, viennent apporter de la diversité et viennent justement éviter de concentrer tout le logement social à un endroit et justement de stigmatiser malheureusement les habitants qui parfois se trouvent dans ces zones. Donc je crois que c'est un objectif qu'on pourra complètement partager au niveau du PLU, d'arriver à revoir cette règle pour faire en sorte qu'on ait vraiment une diversité de logements sur tout le territoire, mais tout en tenant à ce qu'on continue à avoir du logement social sur la commune qui vienne de s'installer. Je vous rappelle quand même qu'actuellement, nous n'avons que 9,8% de logements sociaux sur la commune d'autonomie. Combien? 9,8%. Alors pour cette garantie d'emprunt, qui est contre, un contre, qui s'abstient, 3 abstentions. Le reste est pour. Excusez-moi, est-il possible de noter le nom des personnes pour éviter d'avoir... Non, mais on le note. Ouais. Non, mais c'est un compte rendu. On le note pas écrit dans le compte rendu. Comme ça évite... Ah non, mais c'est pas un problème. Hein. C'est Ça juste peut être pour- écrit, hein, ça ne me gêne pas. C'est noté, c'est noté. J'assume parfaitement mes décisions. Non, mais c'est juste pour, par rapport à un dernier compte rendu. Par rapport au compte rendu, non, c'est bon. Et c'est écrit. Les noms sont écrits. Alors on arrive au débat d'orientation budgétaire sur le budget communal. Donc, en présentation, je rappelle donc, que l'année 2020 a été marquée par la crise épidémique liée à la Covid-19. Les services municipaux ont démontré d'une part leur capacité à maintenir le fonctionnement des services publics et d'autre part à s'adapter. La commune, malgré les incertitudes de ses fournisseurs et prestataires, a joué son rôle dans la relance voulue par le gouvernement. Non seulement aucun projet n'a été abandonné, mais au contraire, malgré les contraintes, nous sommes en capacité de répondre à de nombreux appels à projets liés à la relance, en plus de ceux projetés initialement. Comme je m'étais engagé en juin dernier, nous continuons sur un budget de fort investissement, témoignant de notre dynamisme et de notre volonté d'accompagner le développement de notre collectivité. Comme je m'étais engagé aussi, je ne souhaite pas utiliser les leviers qui nous sont donnés, hausse des taux, hausse des prix des régies. Ainsi, la commune investira sans augmenter la pression fiscale. Cela nous engage à poursuivre une gestion d'autant plus rigoureuse. Ainsi, nous poursuivons nos grands chantiers, rénovation intérieure de l'église d'Almadrenne et de la partie administrative de l'ex-gendarmerie, tout en participant activement au plan de relance de l'État. À cela s'ajoutent de nombreux projets cofinancés dans le cadre du bourg-centre et de petites villes du demain. Alors, sur l'environnement macroéconomique, les principales perspectives sont rédigées à partir des sources du ministère de l'économie et des finances et de la relance, et aussi de notre intervenant Ecofinance. D'abord, le contexte macroéconomique, donc on nous dit que l'activité diminuerait en 2021 de 2,7% par rapport à 2019, après une année 2020 qui a été catastrophique. Sur la trajectoire des finances publiques, en 2020, le déficit devrait se réduire pour atteindre 6,7% du produit intérieur brut. Sur les dépenses totales de l'État, donc un plan de relance de 36,4 milliards en autorisations d'engagement et 22 milliards en crédit de paiement sur 2021. On nous parle du renforcement des crédits pour la défense, la justice, l'enseignement scolaire et la recherche. Une hausse des prélèvements de 5,4 milliards pour l'Union européenne et 4,1 milliards pour les collectivités territoriales. L'évolution du solde de l'État. Alors la prévision pour 2021 est d'un déficit de 152,8 milliards contre 195,2 en 2020. Là, pour
Ensuite, du partenariat avec les collectivités territoriales, on voit que le bloc communal bénéficiera de crédits supplémentaires de l'ordre de 1 milliard pour la DSIL, dotation de soutien à l'investissement local. Et enfin, on nous parle d'un budget vert à 42,8 milliards qui est prévu pour ces dépenses vertes. Voilà un petit résumé de cette présentation de la macroéconomie nationale. Sur maintenant l'analyse du budget d'autres. Alors d'abord sur la rétrospective. Alors sur les dépenses de fonctionnement. Donc on est à la page 8. Donc vous voyez qu'on a en résumé donc, sur les charges à caractère général, on a une hausse de 5% environ, qui est due essentiellement aux dépenses liées à la crise de Covid-19. Sur les charges de personnel, on est en stabilité par rapport à 2020 et même en baisse si on tient compte des atténuations de charges. Sur le chapitre 66, charges financières, on a une hausse importante, mais elle s'explique puisqu'elle est due au remboursement anticipé de l'emprunt. L'indemnité de remboursement anticipé est à 286 732 €, ce qui bien sûr ne se reproduira pas tous les ans. Pour les recettes de fonctionnement, donc à la page 9, donc il y a le tableau qui montre les recettes. On peut regarder, donc, avec quelques commentaires à la page 10, donc l'impact de la crise sanitaire, sur la fermeture des établissements scolaires donc, en raison de la Covid-19 et de la gratuité des services de juin à juillet, donc il y a une baisse bien sûr des rentrées d'argent. Ensuite, donc en atténuation de charges, par contre, on a on a une augmentation importante de 12% sur les remboursements de contrats aidés, les remboursements de mise à disposition et les remboursements des longues maladies. Sur les produits ensuite, on est en stabilité. La dotation à la subvention, la progression est due à la dotation de solidarité rurale, donc qui a été pas mal augmentée donc, cette année. On peut voir que l'excédent de fonctionnement à la page 11 est en baisse par rapport à celui de l'année précédente, mais parce que, bien sûr, les 286 732 € de l'indemnité de remboursement anticipé grèvent cet excédent. Sans cela, donc, on aurait un excédent supérieur à celui de 2020 d'environ 40 000 €. Voilà pour le fonctionnement. On peut voir sur la page 12 qu'est-ce qu'on pourrait améliorer encore. Optimisation des achats, une politique ressources humaines ambitieuse, et une réflexion autour du parc immobilier, tout ce qui permettrait donc de diminuer les dépenses ou d'augmenter les recettes. Pour l'investissement, alors on voit que dans les dépenses d'investissement, si on fait le total des chapitres des immobilisations, donc les travaux en cours du 20, 21, 23, on se retrouve à peu près autour de 2 100 000 €. Et si on ajoute 840 000 €, on arrive donc à près de 3 millions de dépenses pour lesquelles on n'a emprunté que 382 000 €. Le déficit donc, sera couvert à hauteur de 1 900 000 € par l'excédent de fonctionnement cumulé. À la page donc, 14, on voit que la dette est en diminution d'environ 500 000 €, de 8 281 à 7 787 000. Fait donc on a très peu emprunté. Les perspectives maintenant pour 2021. Alors, sur les budgets prévisionnels de fonctionnement, donc, on propose donc une stabilité des dépenses fonctionnement, une stabilité aussi qui est prévue pour les recettes avec
une diminution bien sûr de résultats reportés, car l'excédent de 2020 a été utilisé pour couvrir les dépenses d'investissement. Par contre, nous n'avons pas encore les dotations de l'État et les recettes des impôts et taxes, nous n'aurons qu'à la fin du mois. Donc ces lignes de recettes sont susceptibles d'être modifiées. En quel cas, bien sûr, aussi une modification au niveau des dépenses.